Chers confrères, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette session que nous voulons interactive avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en vous invitant à poser quelques questions. Donc, nous allons utiliser la procédure habituelle. Vous vous présentez votre organe de presse, vous posez la question donc, que vous avez préparée et le président répondra. Nous allons commencer par prendre une série de 5 questions. Donc, oui, Monsieur Watt. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. J'ai une question. Il y a le NEPAD qui dit qu'il y a un cap de 38 milliards dans le financement des infrastructures. Concrètement, aujourd'hui, quelle est l'approche de la Banque africaine de développement pour accompagner l'Afrique afin de financer ces grands projets d'infrastructure? Merci. Très bien. Bon, merci. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre disponibilité et pour votre assistance à cette conférence convoquée par le président Macky en sa capacité du président du NEPAD. En fait, je disais ce matin à vos collègues à la présidence de la République que depuis une décennie, l'Afrique connaît une croissance de 6%. Vous le connaissez mieux que moi. Mais imaginez-vous si le continent ne souffrait pas de crises de l'énergie, s'il y avait suffisamment de moyens de transport, s'il y avait suffisamment de capacités maritimes. Ce continent ne sera pas à 6%, ce sera à 8, 9, 10%. C'est cela le défi. Alors, M. Ward, vous me dites qu'il y a un gap de 52 milliards. Aujourd'hui, tous les sources confondues, la Banque africaine, les marchés des capitaux, les gouvernements et la Chine, tout ensemble, on ne peut que trouver autour de 50 milliards chaque année. Mais en fait, le gap qui reste est équivalent, autour de 50 milliards. Mais voyez-vous, 50 milliards, ça peut vous paraître énorme, mais par rapport au marché des capitaux, c'est pas grand-chose. Il faut maintenant créer des mécanismes qui attirent les investisseurs privés, et avec les fonds publics comme moyen de levier, qui nous permet d'utiliser les fonds publics de façon plus intelligente qu'on a fait dans le passé. C'est tout ça le sens de la conférence de Dakar. Je pense que beaucoup d'entre vous vivent ici à Dakar. Et la Banque africaine est partie prenante dans le nouvel aéroport de Dakar, pour l'autoroute. C'est lui-même qui a conduit tout ce montage. Donc la banque a mis ses moyens propres du guichet public et du guichet privé. Mais c'est ces moyens, les compétences de la banque, qui ont amené d'autres partenaires privés et publics de ce social. Et grâce à cela, vous aurez bientôt donc un aéroport international de qualité, ainsi que cette autoroute. C'est ça l'avenir de financement des infrastructures. On aura toujours des projets qui demandent des fonds publics conséquents. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de projets qui sont déjà attractifs pour les capitaux privés sans assistance de qui que ce soit. C'est le cas de fibre optique, c'est le cas de fibre optique sous-marin et terrestre. Mais il y a entre les deux un espace qui demande à la fois des fonds publics et des fonds privés, avec une combinaison intelligente, avec une régulation qui est au niveau. C'est cela qui va nous faire avancer dorénavant. C'est tout le sens de la création de fonds que vous connaissez très bien, qu'on vient de créer, le fonds 50. Pour mobiliser les fonds privés dans ce domaine de l'infrastructure africaine. Donc, c'est tout le sens de cette conférence. Et je pense que le président Macky a une très bonne idée de nous convoquer tous ici à Dakar, avant le sommet de Malabo, afin qu'on puisse se mettre dans cet espace où tout le monde va trouver sa place. Nous allons prendre une deuxième question. Oui, vous présentez votre organe de presse et vous posez votre question. Ismaël Abba, directeur de publication du journal de l'économie sénégalaise. Monsieur le Président,
il y a une nouvelle approche dans le financement des infrastructures en Afrique. En quoi le Fonds Africain 50 est-il différent des autres fonds que nous avons jusqu'à présent connus? Je ne sais pas quels sont les fonds dont fait allusion. Mais à ce jour, je ne connais pas un fonds qui ressemble à Afrique 50. Il y a des fonds alimentés par les moyens publics. Il y a des fonds privés, les private equity, dont la banque d'ailleurs lui-même est participant, mais ceci est différent. Je m'explique. Il y a une différence à 3 niveaux. La première, c'est que nous, les zones africaines, nous allons mobiliser l'épargne africaine pour financer les infrastructures africaines. Parce que ce jour, l'épargne africaine est investie où? Souvent à l'étranger. En ce moment, tous ces placements, vous gagnez combien? 1% et demi %. Donc nous disons, mobilisons l'épargne à long terme africaine pour financer des projets en Afrique. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, oui, l'épargne africaine, mais aussi l'épargne internationale. Associer l'épargne africaine à l'épargne internationale. Financer des projets qui sont viables sur le plan commercial, qui sont aussi projets du NEPAD. Chemin de fer Dakar-Bamako. Chemin de fer Mombasa jusqu'à Ouganda, Rwanda. Le rail entre Brazza et Kinshasa. Ce type de projets qui sont viables sur le plan commercial, mais qui demandent un outil qui d'abord diminue les risques. 2. Qui associe l'épargne étrangère et africaine. Et troisièmement, qui ne sont pas des projets politiques. Je voudrais insister. Ce sont des projets transformateurs, mais qui sont viables sur le plan commercial. Donc, nous avons déjà une bonne expérience à la banque qu'on va mettre à disposition d'Afrique 50. Mais alors, vous allez me poser la question, pourquoi pas la BAD ne fait pas cela? Bon, pour 2 raisons essentielles. Nous sommes une institution qui est cotée AAA, qui est le plus élevé du monde. Alors, toute institution avec cette cotation ont des limites qui ne peuvent pas dépasser sur le plan prudentiel. Ça, c'est très important. Alors, nous pensons qu'Afrique 50 n'aura pas ces contraintes. Il peut travailler avec une cotation A ou 2A, par exemple. Et ils peuvent aussi travailler sans des contraintes institutionnelles d'une organisation comme la Banque mondiale, avec tous ces délais, les études qu'il faut faire souvent. Donc, il peut aller plus vite. Alors, c'est pourquoi la BAD s'associe au Fonds 50 d'Afrique comme sponsor, comme fondateur. Nous allons investir pratiquement 500 millions de dollars dans notre capital. Nous allons doter d'un fonds de 100 millions pour préparer des projets. Nous serons un actionnaire important pour le Fonds d'Afrique 50, mais il sera indépendant. Je voulais insister là-dessus. On va prendre une troisième question. Madame? Oui, allez-y. Bonjour, donc Dunia Benamé, je viens d'African News Agency, on réalise des dossiers, des business reports. Vous pouvez vous lever parce que vous êtes très loin. Et Vous venez, on ne va pas vous entendre. venez à côté ici. Parce qu'il va Venez à côté de M. Wadi. Voilà, c'est exactement. Voilà. Merci. Voilà, donc on réalise des business reports pour un certain nombre de magazines, dont en l'occurrence Afrique Méditerranée Business, pour lequel je réalise un dossier sur le Sénégal, les grands axes du PSE. Un certain nombre de pays aujourd'hui se sont axés avec des programmes assez complets avec cet objectif qui est l'émergence. Dans quelle mesure justement l'émergence passe aussi par les infrastructures, entre autres, dans quelle mesure est-ce que la BAD accompagne ces pays dans leur marche vers l'émergence? Mais c'est notre mission, c'est notre raison d'être. Et là-bas, depuis sa naissance, a engagé 120 milliards de dollars sur l'espace africain. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, beaucoup de pays qui étaient financés sur le guichet dit soft de la Banque africaine sont gradués vers le guichet commercial. Je ne dis pas que c'est grâce à la BAD seulement, mais la BAD y a contribué. Alors, je pense qu'il faut reposer la question autrement.
Si nous étions aujourd'hui à 1990, nous serions dans la logique de nord-sud. Vous vous souvenez, vous les journalistes parlez de tiers-monde, nord-sud. C'est une logique qui est finie. Le monde aujourd'hui a changé radicalement. Nous sommes dans un monde de nord, sud, ouest, est. Il y a des richesses, il y a des pôles de croissance, il y a aussi des problèmes de pauvreté dans ces zones-là. N'oubliez pas que, en termes absolus, le nombre de pauvres les plus élevés, c'est en Inde et en Chine, jusqu'à ce jour. J'ai dit en termes absolus. Mais en termes de croissance, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le nord. Deuxième changement important depuis 30 ans, c'est tout ce phénomène de chaîne de valeur. Fini l'ère où on disait Made in China, Made in France, Made in Germany, Made in Italy. C'est fini cela. Aujourd'hui, pratiquement, chaque produit que vous touchez, il est fabriqué partout. J'ai vu certains d'entre vous, comme il se voit de là, un iPad. Je pense que cet iPad est fabriqué dans plus de 100 pays. Il est à la fin dans un pays où on le met ensemble. Mais il est fabriqué partout. Donc, le phénomène de made in, il est fini. C'est le phénomène de chaîne de valeur. Donc, à chaque pays de se poser la question, dans quelle partie de chaîne de valeur j'ai un avantage comparatif pour m'installer à l'intérieur. Donc, l'émergent, c'est cela. L'émergent, c'est d'identifier votre force, identifier les chaînes de valeur, où votre pays peut s'insérer. C'est ça la force de demain. Pour terminer, voyez-vous, je donne souvent un exemple à la Banque africaine. Quand les Européens sont mis ensemble pour fabriquer l'Airbus, vous savez le problème? C'est que l'Europe à ce moment avait tellement de petites compagnies nationales de fabrication des avions. British Aerospace, Fokker, il y avait Saab, il y avait bien d'autres. Aucun d'eux pouvait faire concurrence à Boeing ou McDonnell Douglas. Alors, ils ont fondé un projet Airbus. Que souvent beaucoup de gens pensent qu'il est fabriqué à Toulouse, pas du tout. C'est le produit final qui est rassemblé à Toulouse. Mais cet Airbus est fabriqué partout, dans tous les pays de l'Europe et au-delà. Même en Chine, une petite partie en Afrique du Sud. L'émergence, c'est cela. C'est les chaînes de valeur, globales et régionales. Alors c'est pourquoi nous pensons que la seule moyenne d'aider l'Afrique à s'insérer à l'intérieur, c'est les infrastructures nationales et régionales. Mais j'ajoute aussi, il ne suffit pas d'avoir des infrastructures, il faut que les gens circulent librement. Il faut que les talents circulent. Et je ne dis pas qu'il faut que les lois de l'immigration soient bafouées, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a les moyens digitaux de savoir qui est qui fait quoi. Donc, que ce marché se mette en ébouillonnement, c'est cela l'émergence. Monsieur, votre question, vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir. Levez-vous s'il vous plaît, parce que vous êtes caché, vous parlez bien fort. D'accord, bonsoir. Moi c'est Lucas, journaliste au Soleil, c'est le quotidien national du Sénégal. On a parlé des fonds des migrants qui dépassent aujourd'hui les publics de développement. À votre avis, comment peut-on utiliser ces fonds pour contribuer au financement des infrastructures? Non, je pense qu'on en a parlé depuis longtemps. Donc ce n'est pas nouveau. Je pense que vous connaissez bien les chiffres, donc en termes d'importance. L'aide publique au développement, 50 milliards. Les fonds des migrants, je pense que nous sommes à 62 milliards. Et l'investissement public étranger, direct étranger, pardon, nous sommes autour de 80 milliards. Donc c'est une source très importante. Mais il faut maintenant le canaliser effectivement vers les projets de transformation. Les outils financiers, il y en a, y compris ceux que la banque met en place.
Donc c'est un des moyens effectivement qu'on va essayer de canaliser. Comme le fait dans l'OTAN les Brésiliens avec les immigrants brésiliens qui étaient au Japon. Donc voilà. On va prendre une cinquième, oui, madame. Vous n'êtes pas présentée. Oui. Khalifa Koulibaly de la RTS. Monsieur le Président, outre les fonds des migrants, Monsieur Lopez des Nations Unies a dit qu'il faudrait libérer les fonds dormants dans les banques. Est-ce que la BAD aujourd'hui est prête à libérer ces fonds? Je ne sais pas ce que vous appelez les fonds dormants. Il faudra qu'on en parle un peu plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une épargne sur le continent africain aujourd'hui. Donc pratiquement, je peux connaître en français 1 trillion, 1 trillion. C'est pas l'équivalent en français, Amadou. 1 trillion. 1 trillion, 1 milliard 300 millions. Oh non, 1 trillion. Yeah. C'est 1 trillion. 1 trillion. Voilà. Ça tombe bien. Alors, la moitié, c'est pratiquement des réserves des banques centrales. Bon, ces réserves sont importantes, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est faite. L'économie internationale, avec ses soubresauts, il faut avoir toujours un matelas de protection. Donc c'est important sur le plan de la stabilité macroéconomique. Donc, il ne faut pas être trop léger sur les réserves bancaires. Faire attention. Mais au-delà, il y a l'épargne à long terme dans nos compagnies d'assurance, les fonds de pension, même les pays qui commencent à créer des fonds souverains. Tout ce qu'on dit, c'est très bien d'investir tout ça à l'étranger pour 1,5%, mais on peut aussi investir en Afrique pour 5, 6, 7% de retour à l'investissement. C'est cela qu'on dit. Maintenant, quand il faut prendre le saut 1 trillion pour voir la Banque centrale, les fonds de pension, compagnie d'assurance, fonds souverains, il faut aller pays à pays, en faisant attention, j'insiste là-dessus, sur l'aspect macroéconomique du rôle fondamental des réserves bancaires, qu'il faut toujours avoir un minimum. En général, c'est 6 mois, pour les pays enclavés un peu plus, mais avec les soubresauts internationales, ça ne fait pas du mal avoir un peu plus. C'est de cela que vous parlez, mais dans l'ensemble, nous avons une épargne assez conséquente sur notre continent. Je vous remercie et je vais prendre encore 2 questions supplémentaires. Si 3 questions. 3 questions. Oui. Bakary Dabo, pour Africa Global Media. Africa Global? Global Media. Merci, all Africa, Mr. Africa. La BAD a été interpellée ce matin sur la durée de réalisation des projets. La durée des réalisations. Des projets ce matin. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous faites concrètement? J'ai pas dit la durée des réalisations. Les gens ont dit que avec le temps du financement et de la réalisation est généralement trop long pour les grands projets. Et sur ce point, qu'est-ce que vous, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que la BAD fait? Écoutez, d'abord je veux vous dire ceci. C'est vrai que les organismes internationaux, en général, prennent un peu de temps depuis la conception d'un projet et le financement à l'achèvement. Mais ce que je voulais insister, ce n'est pas souvent la faute des institutions elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand on donne un crédit à un État, ce crédit doit être ratifié par le Parlement. Souvent, le processus de ratification prend 1 an. Et là, la BAD n'y fait rien. Donc, je pense qu'il y a le rôle des États et des organismes financiers internationaux. Il faut se mettre ensemble. En plus, il vient le processus de l'acquisition des marchés, qui est encore le rôle des États. C'est pas la BAD, ou la Banque mondiale. Tout ce que la BAD fait, c'est dire oui, le procès a été bon, c'est la bonne gouvernance, c'est aux normes, ok. La non-objection. Mais ce n'est pas la BAD qui fait les actions du marché. C'est encore les pays. Donc il faudra que les organismes de financement et les États se mettent ensemble pour régler ces problèmes qui sont souvent internes. Mais là où vous avez raison, c'est que, par exemple, sur les barrages, les grands barrages,
ou les projets de charbon, il y a des normes qui nous exigent des études approfondies qui prennent du temps souvent, mais qui malheureusement s'avèrent importantes et nécessaires qu'on doit faire. C'est pourquoi donc entre la conception des barrages hydroélectriques et commencer à poser la première pierre, ça peut aller de 4 à 5 ans. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est pour des raisons des études sur l'environnement, le plan social de l'ingénieur qui prend un peu de temps, c'est... Voilà. Alors, question suivante. S'il n'y a plus de questions... Je vous remercie.